Absolument. Alexandre, vas-y. Non, je pense que c'est un débat très important qui n'est ni blanc ni noir, parce que tu prends le cas de la montre Apple qui te donne le taux de glucose. Est-ce qu'on a envie qu'Apple ait nos taux de glucose et donc le concept de propriété, et c'est vraiment, je pense, le fond du débat, et c'est pour ça que j'ai commencé à répondre à ta question par qui est propriétaire de la donnée, parce que c'est au final, dans la chaîne de valeur, la question numéro 1 qu'il faut se poser. Est-ce que ça peut être tout le monde? Alors, c'est open, il y a des cas d'open data, c'est tout le monde, ouais. Mais il y a des cas, dans le cas d'une application qui génère des données, je pense qu'il est très important qu'on clarifie et que justement le cadre juridique clarifie ces concepts de propriété qui sont souvent flous, et c'est là où il y a problème, entre le consommateur et éventuellement la personne qui utilise. Donc si je résume, on est dans le data Far West. Non, on est dans un monde nouveau. On est dans un monde nouveau. Je pense que c'est pas un monde diabolique ou un monde bien sûr. rose. Mais il y a pas encore. On est au début. Qui pose des challenges. C'est un nouveau capital, la donnée. Plus que jamais. Il y a un exemple qui est intéressant aussi, c'est celui, je trouve, de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, vous avez aussi bien dans la chaîne amont, c'est-à-dire pendant la durée de l'élevage, vous avez aujourd'hui un intérêt très marqué de l'ensemble des acteurs à mettre des capteurs un peu partout, donc, et notamment sur les animaux. Donc aujourd'hui, tous ces capteurs, toutes les données appartiennent aux industriels, alors que ça touche la sécurité alimentaire de tout un chacun. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs une action des acteurs de la chaîne agroalimentaire pour faire prendre conscience du sujet qu'est le big data, donc l'importance de la donnée en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que plus la prise de conscience se fait, c'est-à-dire il y a une évangélisation qui se fait, mais plus cette prise de conscience se fait, et plus ça génère des volontés d'appropriation. Les gens se disent « Ah oui, c'est super important, ah ben, je vais m'en occuper ». Et il n'y a absolument pas d'ouverture, mais au contraire une fermeture. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui utilisent des trucs comme les Fitbit, les balances? Est-ce que vous traquez vous-même aussi? Est-ce que vous avez vos propres données déjà? Vous pouvez lever la main si vous avez... Non, il y a peu de personnes qui font ça, si, quand même un peu. Les autres, vous n'utilisez pas rien du tout pour se traquer, pour mesurer son poids, pas encore? Je vous parie que ça va venir dans les 5-10 ans qui viennent pour tout le monde. Là, Oui, vas-y. Non, j'ai quelquefois l'impression, pour revenir à cette question-là, que ce qui serait vraiment important, c'est de laisser le choix aux gens. C'est-à-dire que quand je choisis de m'inscrire à un service ou d'avoir une montre connectée, les données qui vont être traquées, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux qu'elles soient récupérées par l'entreprise? Je m'en fiche. Est-ce que je veux les garder pour moi? Il est hors de question que mes données s'en aillent, pour quelque raison que ce soit. Je les donne uniquement pour usage d'études scientifiques, parce qu'il y avait ce point qui a été abordé. Bien sûr. Où je les donne, oui, mais attention, je ne suis pas un pigeon, je les donne à condition que ça me coûte moins cher. Mais est-ce que c'est réaliste, ça? Et ça, bien sûr, c'est ça être consommateur sur Internet, c'est être capable de poser ces choix-là, de faire ces choix-là. En réalité, c'est bien ce qu'on fait. On supporterait mieux qu'on utilise nos données si on savait exactement ce qu'on y gagne. Et ce que vont être faites des données, ouais, moi ça ferait une différence complètement. Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec l'assurance et les données qui sont récoltées dans ma voiture pour savoir si je suis un bon conducteur, finalement, si je suis un bon conducteur et que je me comporte correctement, j'ai tout intérêt à donner ces données à mon assureur qui me facturera moins cher. Donc, dans ce cas-là, ça me rend un service. Ce n'est pas si simple que ça, parce que ça génère aussi des problèmes pour ceux qui ont éventuellement eu quelques accidents, qui ne pourront absolument plus s'assurer, ou qui ont eu des problèmes de santé aussi. Oui, alors après, évidemment, il y a un cadre à mettre en place, il faut savoir où on met le curseur. Mais je pense que c'est comme dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les nouveaux usages avec des nouvelles règles. C'est ça, et vraiment la collecte de ces données-là, elle peut aider l'innovation et la science en santé en particulier, j'y pensais. C'est évident que connaître les effets secondaires, connaître des tas de choses, si on avait ces données collectées, ce serait un bienfait pour tout le monde. On va continuer le débat après, il nous reste 5 minutes pour conclure. C'est bien qu'il y ait des questions, mais venez après, on les posera en direct. Dans la tradition française de thèse, antithèse et pas foutaise, c'est synthèse. Est-ce que vous pouvez peut-être donner chacun, oui, je sais. Est-ce que vous pouvez donner chacun peut-être quelque chose d'utile? J'aime bien le côté actionable là, quand on est dans le public. C'est quoi les premières étapes si on veut apprendre à propos des big data? Alors, on n'a pas beaucoup parlé technique, mais tout le monde. Enfin, les personnes techniques vont connaître Hadoop et tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que si on est technique, est-ce qu'il faut que je rentre chez moi, je vais installer une base de données, pardon, même pas une base de données, Hadoop, quelque chose de non structuré, et je fais du calcul statistique avec R et tout ça, et je dois me mettre à apprendre des algorithmes?
Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire? Est-ce que si j'y connais absolument rien en technique, est-ce que je vais regarder Criteo tiens, d'ailleurs, Criteo, tu pourrais peut-être en parler, mais vous utilisez Kaggle. Comment ça s'appelle Kraggle, hein, j'ai oublié le nom. Tu connais ça? Peut-être tu peux en parler deux mots, mais c'est pas mal. C'est un site sur lequel, si vous avez plein de data, vous pouvez le mettre et vous donner un prix. Et vous dites, bah, tiens, je donne 12 000 $ à quiconque est capable de me trouver des trucs intéressants dedans. Ou Salesforce, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez donner... Je voudrais que la conclusion soit utile. Est-ce que chacun peut donner peut-être 2-3 minutes? Maintenant, vous savez à qui on a parlé, qui est dans la salle et autres, mais c'est quoi le message que vous voudriez donner et peut-être quelque chose de actionable? C'est un peu... Je suis désolé, c'est pas évident comme conclusion. Et si vous n'avez rien d'actionable, donnez... je pense qu'on est tous d'accord que c'est le début des big data. C'est quoi, d'après vous, ce qui va changer dans les 2 ans qui viennent? Je vous donne 2 choix. Soit vous aidez le public, ou soit vous donnez votre vision du futur. Ou les deux. C'est pas évident, hein, là, c'est grand concours, on est à l'ENA. Allez, je commence, c'est pas excellent. Moi, j'ai envie de dire, revenons à ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire pas la technique de comment on fait, mais à quoi ça sert. Et j'ai envie de dire, pour tous ceux qui sont dans des industries où le big data, c'est pas le cœur du système, que ce soit les transports, l'assurance et autres, c'est posez-vous la question de la relation client, quelles données peuvent être utiles pour faire quoi, et puis réfléchir à partir de là, et après, la technique, ça en découle. Je crois que une bonne réponse Salesforce. Donc, effectivement, ce qu'il faut... La technologie n'est là que pour servir un bénéfice dans une relation client ou de service civil, par exemple un gouvernement avec ses citoyens. Donc, mais est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est convenable de ne pas faire de la big data ou est-ce qu'il faut... de l'utilisateur. Et quel bénéfice? Et là où tu as absolument raison, c'est qu'aujourd'hui, ça impacte toutes les industries. Je vais arrêter de dire big data d'ailleurs, faut que j'arrête. On a dit data, je crois que c'était la conclusion. Qu'on fabrique des avions, des brosses à dents, des t-shirts comme Philips qui maintenant a des brosses à dents connectées, des appareils photo, toutes les industries, des assurances, des voitures, toutes les industries vont être révolutionnées par des modèles économiques différents grâce à ces technologies. Et donc effectivement, il faut commencer du point de vue du consommateur ou de l'utilisateur et comment on peut améliorer son expérience et son adoption d'un produit ou d'un service. Mais on ne le faisait pas avant ça? On le faisait de manière très macro. Le marketing est un exemple. Je prends l'exemple du precision marketing, on le faisait très macro. On faisait de la pub à la télé et on ciblait la ménagère de 50 ans de manière très macro. Maintenant, on est beaucoup plus ciblé. Donc en fait, on est capable de rendre et le marketing est peut-être quelque chose de négatif, mais dans le service, dans l'assurance, dans le médical, on est capable maintenant de faire des choses beaucoup plus optimisées en termes de coûts et de qualité de service grâce à ces volumes de données qu'on peut manipuler. On était aveugle avant et maintenant on commence Exactement, à avoir on a une vision beaucoup plus fine. Romain, Napoléon. Merci. Une perspective un peu complémentaire, je conseillerais. Alors c'est évidemment intéressé. Je pars de l'expérience du développement de data.gouv.fr, qui est donc la plateforme d'open data française, où l'ensemble des agences et des ministères du gouvernement et un certain nombre de collectivités aussi mettent à disposition des données qui sont donc publiques, des données qui sont collectées en notre nom. Et ce qu'on a appris à travers l'ouverture des données de chacune ou chacun de ces contributeurs, c'est la première question à se poser, c'est d'abord quel type de données j'ai, quelles sont les données dont je dispose. Parce que c'est en général très à la fois très simple, et puis en même temps on est étonné, et vous serez sans doute tous étonnés du fait qu'on ne réalise pas forcément le potentiel de ce qu'on collecte déjà. Donc première question, se poser la question de premier point, quelles sont les données dont je dispose, et puis alors surtout, au-delà de leur intérêt pour moi ou pour mes différents services, ou peut-être d'ailleurs d'un service à un autre, comment est-ce qu'on peut briser un peu ces silos d'informations, il y a la question de savoir qui ça pourrait intéresser à l'extérieur. Et ça, c'est une des leçons très fortes du modèle ouvert, en fait, le modèle d'open data, le modèle de stratégie en plateforme. C'est qu'à partir du moment où vous travaillez en partenariat avec des écosystèmes, avec des communautés avec lesquelles on n'interagit pas forcément nécessairement quand on est un grand groupe, tout ça va vous donner des idées pour développer soit en interne, soit en partenariat des services qui sont nouveaux. Et ça répond à la question de comment justement faire évoluer la technologie. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire rentrer les innovateurs au sein de l'organisation. Et ça, c'est le travail que tu as fait ces 4 dernières années avec c'est ce qu'on a essayé de faire au sein de l'État. Et donc, si l'État et l'administration arrivent à le faire avec un certain succès, on l'a vu en parlant de ces différents exemples, il n'y a aucune raison que vos organisations, petites ou grandes, ne puissent pas le faire non plus. Donc, allez-y, prenez de la data française et trouvez de la valeur avec pour aider. C'est une opportunité. Hervé. Et c'est nous tous entre nous. Exactement. Donc, nous, on est vraiment un petit peu à la croisée des sujets qui ont été évoqués ce soir, c'est-à-dire essayer de trouver un bon équilibre entre d'un côté la performance et l'innovation dans
ces sujets de données pour le monde des capteurs. Et de l'autre côté, une exigence sur la protection de la vie privée et d'en faire véritablement un argument commercial. Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, ça veut dire qu'il faut se mettre des interdits, des limites sur ce qu'on va pouvoir faire des données, mais on veut en faire véritablement un outil différenciateur. Et en tout cas, voilà, c'est le défi que l'on se fixe. Là, ouais. Sur le conseil technique, je piquerais bien une phrase de mon voisin de tout à l'heure, c'est que je pense que le plus important, c'est de bien poser le problème. Il y aura toujours quelqu'un pour trouver la solution technique derrière. Mais venez avec un problème à résoudre, et oui, on le trouvera, et oui, il y a des solutions pas chères, et oui, ça se développe en interne, parce que on ne va pas créer avec un nouveau domaine quelque chose de fermé et de sclérosé. Allons-y, inventons des solutions. Si je viens de voir avec le CAC 40 en disant c'est sur qui je dois investir. Il y a des solutions. Du moment que le problème est bien posé, on va trouver la solution. D'accord. Est-ce que... Ben, je suis d'accord avec ça. Voilà. Et la manière dont je vois les choses, c'est que si actuellement vous avez un business dans lequel vous avez plus d'1 million de choses, 1 million d'utilisateurs, de visiteurs ou d'objets connectés, vous avez probablement beaucoup de problèmes data. Et il y en a certains que vous ne voulez pas résoudre. Vous voulez qu'il y ait d'autres gens qui les résolvent pour vous, des gens qui sont spécialisés en publicité en ligne, en marketing, etc., qui résolvent déjà ce problème à votre place. Mais par contre, vous avez probablement 1, 2 ou 3 problèmes que vous voulez résoudre vous-même. Parce que si ce n'est pas vous qui le résolvez, c'est votre compétiteur qui va le résoudre et qui va avoir un avantage compétitif. Et à la fin, la vraie question, c'est de savoir quels sont les vrais problèmes qu'on veut garder en interne sur ces sujets-là ou pas. Et ce n'est pas une question évidente dans la plupart des organisations actuellement, j'ai l'impression. Valentine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis en réalité et physiquement avec vous. Donc je fais mon entrée. T'es pas un robot? Non, je ne suis pas un robot. Je suis une vraie femme. Je ne suis pas encore un drone. Donc je suis Valentine Ferréol. Je suis présidente de l'Institut G9+. Donc je voulais vous remercier, Franck, pour cette animation toujours aussi rock'n'roll. On va tester si la salle avant qu'on parte, mais on peut refaire un test. Attendez. Merci G9+. Merci. Merci. Merci à vous. Salesforce, les invités. Merci madame, merci messieurs. C'était passionnant. J'espère. Alors, moi j'ai quand même une question. Pour moi, non, c'est pour eux. Pour tout le monde, parce que je crois que c'était un sujet qui a été évoqué. Alors on a eu les éléments de réponse. On a eu la thèse, on a eu l'antithèse et la synthèse. Super. On est bon. La question, c'était aussi, donc, pour faire le lien entre le problème à résoudre ou la création de valeur, et puis en même temps la privacy, le respect des données, à qui ça appartient, et la sécurité, finalement, on a des gens qui sont très techniques, et chacun qui peut apporter une solution, donc bien poser le problème ou apporter des solutions. Et puis aussi, finalement, on a des bons mathématiciens en France, on revient à ça, et on a des bons businessmen aussi en France. On les recherche de partout. Mais faire le lien entre les deux, et en plus la dimension juridique, c'était pas l'histoire du data scientist. Qu'est-ce qu'il fait, au fait? C'est quoi son job à lui? J'ai oublié, c'est vrai qu'il y a eu 2 questions sur les data scientists. Là-dessus, on a terminé le débat. Bien sûr. Bon, voilà. En même temps, c'est vrai que c'est la question, chacun sur son métier. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? C'est un peu la question initiale. On a des data scientists, donc peut-être leur demander qu'est-ce que tu fais, Florian? Et est-ce que vous en avez aussi chez Salesforce? Qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne question. En fait, comme on a une époque de migration technologique avec des nouvelles applications à fabriquer, c'est dur pour les organisations de faire travailler des gens de profils très différents, en effet, des profils plus business, des profils très statisticiens, des profils très IT, ensemble sur la même application. Alors, il y a quelques entreprises qui réussissent bien à le faire, mais sinon, c'est complexe. Et donc, pour résoudre ce problème-là, le plus simple, c'est souvent quand on n'arrive pas à faire marcher une organisation, il suffit de prendre quelqu'un qui sait tout faire et lui faire la chose. Enfin, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà dû observer. Ça marche assez bien. Et donc le concept de data scientist revient un peu à ça en fait. Ouais, c'est de trouver la licorne qui va du coup être capable de maîtriser le problème technique, le problème métier, d'être en accélérateur. Mais est-ce que l'avenir c'est de dire qu'il y aura 100 000, 2 millions, 10 millions de personnes comme ça qui traiteront un peu de tous les sujets dans le monde? C'est pas forcément évident. C'était la phrase du Chief Economist Officer de Google qui disait dans les 10 prochaines années, le job de rêve, ça va être statisticien. Mais par contre, je pense que je reviens à ton image de la ruée vers la data. C'est un territoire qui était là, voilà, le Far West, un territoire qui était là mais qui n'était pas forcément exploré. Et finalement, c'est la capacité à modéliser, à savoir ce qu'on pourrait en tirer
quoi en faire. Si je et peux après, donner, on déroule et on fait intervenir les bons. Vu que maintenant tu prends mon rôle, ça me permet d'intervenir un peu, parce que non, c'est bien, c'est bien. Mais je voulais juste donner peut-être un point de vue naïf, pas mon propre point de vue. Il y a toujours ce débat entre les États-Unis et la France, que je trouve extrêmement intéressant. Justement, ce que tu avais dit, Gaël, c'est que c'est une bonne chose de mettre des règles, parce que sur le long terme, on aura des meilleures données. Donc ce qui peut être ma réaction peut-être de capitaliste un peu straight et de dire pas de règles, rien du tout, et qui va être peut-être plus la méthode américaine, au final, il y a deux coups à jouer pour la France, qui est de dire, au contraire, nous, on fait le côté de prendre par avance les problèmes qu'il y aura après liés à l'ouverture de cette donnée, et de l'autre côté, d'avoir très bons mathématiciens. Je pense qu'on a des bonnes chances pour se positionner, au moins dans cette quête de données. Optimiste. Oui, toujours. Il faut. Bah oui, à fond. On a toutes les billes pour, quoi. On va continuer. On a toutes les cartes en main, donc il faut jouer le jeu. Est-ce que j'espère que ça vous a... statisticiens aussi, les grands joueurs sont des statisticiens aussi. Bien sûr. Et allez-y, j'ai 2-3 trucs pour vous. Donc regardez, si vous voulez faire de la data, il y a un site web qui s'appelle DataCamp. C'est pour apprendre à faire de la data soi-même, si ça vous intéresse. Ça, c'est sympa. C'est juste faire un peu de statistiques. Et vas-y. Je te coupe. Je prends ton rôle. Bien, c'est bien. T'as raison. Donc voilà, je voulais vous remercier, madame, messieurs. Merci Franck. Merci à Salesforce de nous accueillir dans le cadre de cette journée qui était une super réussite. Merci beaucoup. Il faut savoir que Salesforce est aussi un mécène à l'année du G9+. Donc il y a cet événement, mais il y a aussi l'accompagnement tout au long de l'année. Alors j'en profite aussi pour rappeler tous nos mécènes, parce qu'on est une association loi 1901, donc on ne fonctionne qu'avec ce type de soutien, parce qu'on produit aussi pas mal de contenu. On a des comptes open data. Ouais. Donc Pierre Audouin consultant, Sopra également, Microsoft, Verizon et Alten qui nous soutiennent. Je vous remercie aussi à vous d'être là, parce qu'en fait c'est un plaisir, vous public, de vous voir aussi nombreux sur ce sujet qui est quand même pas simple, même s'il est d'actualité, il y a beaucoup d'événements et de questions qui sont adressées. J'espère qu'on aura répondu à vos questions. Il y a un after. Rodolphe a donné l'adresse et ça doit circuler sur Twitter. C'est un petit bar, hein. Je fais la tradition chaque année, c'est le seul où je peux négocier un meilleur prix pour les bières. Mais venez, ça sera un plaisir de continuer les débats et puis aussi d'interagir. Enfin, s'il y a une chose que j'aime bien, si je peux dire, par rapport au G9+, que j'aime beaucoup, c'est justement, c'est pas d'être assis là et de vous parler. Vous êtes tous des experts et j'ai hâte de continuer la conversation et que tout le monde puisse. Nos prochains rendez-vous, et puis après j'en arrête là. On a donc des prochains rendez-vous. Vous pouvez retrouver toutes les conférences du G9+. Alors c'est un calendrier qui est glissant à 3 mois, avec des conférences qui s'ajoutent au fil de l'eau sur des thématiques d'actualité. On aura des grands événements qui sont organisés sur l'année. Luc nous a organisé celui-ci avec Salesforce. On a le 18 septembre une conférence sur le cycle femmes et numérique, avec en particulier l'expérience client des révolutions qui sont en train de s'opérer, y compris avec les questions de données. Tu peux inviter tout parcours. le monde. Hein. Tout à fait. Mais avec l'éclairage, en particulier de femmes, sur ce sujet-là. Il en faut plus. Le 16 octobre, oui, en effet. Merci, madame. Le 16 octobre, nous nous associons à l'usine Nouvelle pour une première édition des trophées de l'industrie numérique, nos G9+, qui aura lieu donc, avec une remise ce jour-là et nous faisons partie du jury. Et puis ensuite, donc, il y aura également un livre blanc sur les big data, la dimension prédictive et tous les différents sujets qu'on a évoqués ce soir qui font l'objet d'un travail particulier, qui fera l'objet d'une publication en prévision de notre grande rencontre annuelle qui sera le 26 novembre. Donc un peu plus à ce moment-là, un sujet vraiment que nous souhaitons adresser de manière particulière cette année. Superbe. Moi j'ai hâte de voir le G9+ du 21e siècle. On aura tous 5 térabytes de données à la fin de chaque débat. Mais j'espère que ça a été... Oui, mais la quantité ne fait pas forcément la qualité, c'est de la bonne donnée. C'est vrai, c'est plus big data, c'est data. Et merci en tout cas à tous d'être venus. On va continuer les questions-réponses, mais à côté. Et puis merci encore une fois au G9+, à Salesforce, et faire un dernier round of applause. À l'américaine.